Philippe, moi j'avais une question par rapport à ce que tu abordes dans ton livre, c'est la dimension institutionnelle. Tu évoques quand même une forte disparité dans les pratiques au niveau départemental, au niveau national et au niveau des pays. Donc, qu'est-ce que toi tu as pu comprendre de cette disparité dans les pratiques, dans la compréhension de cette question de l'attachement, du confiage cette dimension institutionnelle, moi, elle m'intéresse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu quelque chose? Oui, alors c'est quand même année après année, en tant que formateur, nous faisons beaucoup de visites de stage, on suit des étudiants dans leurs mémoires, dans leurs écrits, on leur demande des situations toute l'année, donc sur plus de 20 ans, ça renvoie une photographie d'abord de la complexité institutionnelle, je dirais. Elle est double, le paysage est très émietté, mais ça a toujours été décrit, c'est-à-dire et il y a un peu plus encore émietté qu'avant, je vais y revenir, et puis d'autre part, il change tout le temps. Il ne suffit pas de connaître cette complexité, ça ne suffit pas, parce que vous revenez 3 ans après dans un lieu que vous pensiez bien connaître, il a complètement changé, à la suite d'un changement de direction, etc. Et il y a des effets de personnes, et il y a des effets d'institutions, et leur croisement est très compliqué. Il y a des institutions qui ont une identité forte, qui ont des analyses, qui ont des outils, qui ont un art de faire. Il y en a d'autres qui sont très fragiles à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a très peu de mémoire institutionnelle, il y a peu d'outils, il n'y a pas beaucoup de stabilité. D'ailleurs, on pourrait très facilement mesurer les difficultés d'une institution en ayant un indicateur majeur, le turnover. Quand on a le triplé malheureux des institutions actuellement, c'est-à-dire turnover, arrêt maladie, difficulté à recruter, on voit bien que ça a des effets extrêmement puissants sur le travail qu'on peut faire avec la famille, avec les enfants, avec les partenaires. Mais il y a des difficultés qui sont très structurelles, c'est-à-dire le choix en fait d'une décentralisation de l'ASE et pas de la justice est quelque chose qui fait qu'on aboutit à des aberrations institutionnelles. Je vous donne un exemple. La Haute Autorité de Santé vient de faire un rapport très important sur les étapes d'un retour en famille pour l'enfant placé. C'est un texte important, il y a plein de choses, il faut le lire. Sauf qu'on fait un webinaire avec ceux qui ont écrit ça, puis je leur dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas envoyé au juge des enfants? C'est eux qui décident des retours dans plus de 80% des cas. Ah, on n'a pas le droit, la Haute Autorité de Santé n'a pas le droit de donner de recommandations de bonne pratique à des magistrats par nature indépendants. Donc ça dit quelque chose d'un bazar déjà structurel, parce que toutes les lois donnent des recommandations à l'ASE, mais qui sont, alors là, pas données d'un point de vue institutionnel aux juges, mais les juges quand même s'en emparent. Mais on ne peut pas prédire. Parfois, il y a autant de jurisprudence que de juges, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport Gracia il y a quelques années. On peut guère prédire en fait l'écologie de l'action de façon sérieuse. Comment ici ça se passe entre déjà l'énorme complexité de la justice, parce que entre les services du procureur, du juge des enfants, du JAF, des tutelles, etc., c'est souvent très compliqué. Mais ensuite, les relations avec l'ASE sont très compliquées. Et on voit souvent cette chose terrible, c'est le juge confie à l'ASE du haut, qui va utiliser parfois un logiciel pour savoir où confier à l'ASE du bas, qui va confier 3 fois sur 4 à une association. Et ces gens-là travaillent successivement et assez peu ensemble, en fait. On écrit des rapports que d'autres vont lire. Et ce que je constate, par exemple, c'est qu'il y a des institutions dans lesquelles ceux qui s'occupent de l'enfant sont systématiquement à l'audience du juge, puis il y a d'autres où ils n'y sont jamais. Donc oui, cette complexité, c'est vraiment une question importante, et c'est un peu, on va dire, un continent oublié des recherches, je dirais. Peut-être parce que c'est tellement compliqué. Peut-être. Alors, moi, je faisais un lien avec la question du projet de vie, parce que tu parles de morcellement, tu parles de grandes variétés qui peuvent changer d'une année sur l'autre, d'une institution à l'autre, voire même à l'intérieur de la maison ASE, par exemple. Comment faire le lien avec la question du projet de vie? Alors, on peut prendre l'exemple du Québec, où ça a été pensé très en profondeur et où on a des textes précis qui, dans l'évaluation du projet de vie, dit
clairement, ils disent ces textes, qu'est-ce qui relève du judiciaire, qu'est-ce qui relève de la clinique. Quelles sont les questions sur lesquelles les cliniciens doivent être au clair, quelles sont les questions sur lesquelles les magistrats doivent être au clair. Et cette clarté de la place de chacun, avec le fait qu'ils partagent des outils communs, eh bien, ça se traduit par le fait qu'ils ont aussi une énorme complexité, mais elle est quand même diminuée par ces balises. Et ils ont des balises solides. Et nous, ces balises, elles manquent assez souvent. Hein, c'est-à-dire, ces balises, elles prennent en compte l'âge de l'enfant. Elles prennent aussi en compte la parentalité. C'est-à-dire, est-ce que... Et là, j'entendais une grande clinicienne, Lauriane Juliez de Besançon, qui disait il faudrait arriver à distinguer l'attachement et l'amour. Et elle explique l'amour, c'est donner de la valeur, dire qu'on aime quelqu'un, mais on peut aimer quelqu'un sans pouvoir lui fournir assez de sécurité. Et l'attachement, en termes d'attachmentisme, c'est la capacité à développer une confiance en soi, à développer une réflexivité, à développer une sensibilité d'abord par rapport à soi-même. Et des parents qui aiment leurs enfants, parfois n'arrivent pas à le transmettre, ou n'arrivent pas à protéger des très violents conflits qu'ils vivent eux-mêmes, dans lesquels ils sont englués. Et donc, je trouve que cette différence, elle est aussi importante comme repère. Je voulais réagir justement sur ces balises. On voit bien dans l'ouvrage qu'il y a tout un contexte juridique qui est en place, qui est là, pour accompagner le confiage de l'enfant. Mais finalement, est-ce qu'il y a toujours une connaissance par les professionnels de ce système, de toutes ces procédures qui sont mises en place, ou comment est-ce que les professionnels s'en saisissent? Il y a une demande forte des professionnels de mieux comprendre la loi de 2016. Donc je suis souvent invité, en ce moment presque 1 à 2 fois par semaine, pour présenter ça dans pas mal de régions françaises. Et il y a une vraie demande de comprendre le nouveau cadre juridique, de comprendre la création des commissions départementales de révision des statuts, de comprendre ce qui s'esquisse, la prise en compte des proches. Mais à côté de cet intérêt, il y a aussi, quand même, 5 ans après la loi, aussi une très large ignorance. Hein. C'est-à-dire que, il faut dire que les professionnels en ce moment, ils sont saturés. Hein. Ils sont saturés. Il y a les effets du Covid, il y a les effets du manque de moyens, il y a la hausse, on va dire, de la précarité familiale, hein, avec une aggravation, je trouve, du nombre de situations en fait, qui font vivre aux professionnels un sentiment de forte impuissance. Ils ont des mesures, par exemple, d'AMO qui arrivent assez tard, qui mettent du temps à être en place, et ils découvrent des situations dans lesquelles, il y a quelques années, on plaçait automatiquement. C'est plus du tout automatique, et puis c'est comme si émergeait un nouveau travail social de réduction des risques, mais dans lequel on n'arrive plus à être dans le travail social promotionnel de jadis. Hein, donc il y a une usure des professionnels, et cette usure se sent. Il y a aussi, ils ont tous dans la gorge le Ségur de la santé qui les a oubliés. Hein, et c'est pas un détail, puisque maintenant, un aide-soignant qui débute avec un BEP gagne plus qu'un éducateur spécialisé qui débute avec un bac+3. Hein, bon. Mais tout ça, ça pèse. Ça pèse. Quand on demande aux gens de travailler avec des situations plus difficiles, plus intensément, plus de bureaucratie, le Covid là-dessus, leur dire, écoutez, il faudrait quand même que vous bougiez un peu pour bien suivre cette loi. Hein, bon, on va dire... c'est bien de répondre chaque fois qu'ils expriment qu'ils veulent en savoir plus, mais il faut aussi prendre en compte leurs conditions de vie, de travail. Il y a une thématique assez forte dans l'ouvrage qui est le questionnement du provisoire sans limite. Parce que ça aussi, ça peut avoir un impact justement sur... Oui, je pense que les enfants placés en France vont plus mal que les enfants placés ailleurs. Tous les enfants placés dans le monde ont une souffrance qui est de devoir comprendre pourquoi ils ne peuvent pas être élevés par leurs parents. Hein. C'est un travail d'accompagnement très important à faire avec les parents. C'est pour ça que je crois que le maintien des liens, sauf cas exceptionnel, est très utile, parce que les parents qui ne peuvent pas élever un enfant peuvent apporter de bonnes choses. Mais il faut pouvoir acter qu'à un moment donné, un enfant, ce n'est pas de son intérêt d'attendre sans limite. Hein. On sous-estime les effets que ça a sur les enfants de ce provisoire sans limite. À mon avis, il est dévastateur.
Je pense que si on a doublé le nombre d'enfants qui ont un dossier MDPH en protection de l'enfance, ça a un rapport. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 ans, les placements étaient au fond prévus pour être stables. Et cette stabilité était quand même assez défendue. Hein. Alors ça avait plein d'inconvénients, notamment un travail insuffisant avec les parents, c'est sûr. Hein. Ça s'est bien développé de ce côté-là. Mais c'est comme si on avait tellement voulu bien faire dans le travail avec les parents qu'on n'est plus capable de voir qu'à un certain moment donné, cet objectif d'un retour devient à un moment donné persécuteur pour l'enfant. C'est-à-dire que ça lui interdit de faire des racines quelque part. Quand les parents, surtout certains parents malheureusement, sont très instables, hein, l'instabilité dans leur vie est terrible, donc ils surgissent dans la vie de l'enfant, puis ils partent, et puis ils ressurgissent et ils repartent. Ça fait des dégâts terribles sur la stabilité affective de l'enfant, parce qu'à chaque fois, pour peu que ça soit bien passé avec ce parent qui ressurgit, après tout d'un coup, il faut penser départ de la famille d'accueil, par exemple, du foyer. Hein. Et c'est pour ça qu'un grand texte international, les lignes directrices sur la protection de remplacement, sont vraiment étudiées en France. Hein. C'est un texte qui suit 20 ans de travail après la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est paru en 2009. Ça n'a pas encore été travaillé en France, à mon avis, sauf une exception que je connais, une association. Or, ce texte est très précieux pour penser les étapes qui vont vers une stabilité de l'enfant dans son lieu d'accueil, mais aussi les étapes vers un retour qui ne déstabilise pas l'enfant. C'est-à-dire, les étapes, elles doivent prendre en compte son rapport au temps, ses liens, sa capacité d'en comprendre quelque chose, son ambivalence, parce que les enfants, ils ont l'art de dire une chose à l'un puis une chose à l'autre. Bon, quand on connaît ça, si on se donne les moyens, les cliniciens, ils ont les moyens d'accompagner ça correctement. Mais pour ça, il faut que il y ait un peu plus de balance, on va dire, entre ce qui relève du judiciaire, la décision, et ce qui relève de la clinique. Hein. Alors justement, on peut voir dans l'ouvrage qu'il y a une particularité française qui est presque une obsession du retour de l'enfant auprès de la famille. Est-ce qu'il y a des études qui permettent d'indiquer que ce retour il est fréquent ou qu'il est généralement positif, ou est-ce qu'en fait c'est plus une lubie ou un espoir un peu vain? Bon, déjà, c'est un espoir légitime. Hein. Qu'on essaie que des parents puissent élever leurs enfants, qu'on essaie que l'enfant placé retourne chez lui, c'est le projet numéro 1 et c'est très légitime et il y a un consensus international là-dessus. Bon. Sauf cas extrême. Hein. Bon, mais dans ce cas-là, il faut appliquer les lois qui existent depuis plus d'un siècle, hein, voilà, qui sont peu appliquées. Mais je trouve que là, on a un cadre qui est légitime. Ce qui ne va pas, c'est ne pas avoir d'outils pour évaluer précisément si un retour est bénéfique ou pas. En France, il y a plein de retours qui se font, qui sont suivis de drames pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé 3-4 ans dans un milieu, alors qu'ils sont petits, dans un milieu qui est devenu leur famille d'éducation, avec des liens, l'école, les amis, des liens de fraternité d'accueil, assez souvent. Hein. Puis tout d'un coup, retour à la maison, personne n'a pensé au maintien des liens. Hein. Donc, il y a, si vous voulez, dans les retours, il y a deux problèmes. Il y a pouvoir évaluer les conditions d'un bon retour. Il faut pouvoir évaluer qu'un retour n'est pas possible dans le rapport de l'enfant. Puis, il faut aussi évaluer qu'un retour n'est pas assez travaillé. C'est-à-dire, on n'a pas... c'est pour ça que dans le livre, je présente un outil anglais qu'ont repris les Québécois. C'est-à-dire de penser qu'il y a 5 niveaux d'engagement parental, depuis faiblement engagé à fortement engagé. Et on peut, par étapes, accompagner l'engagement parental de façon à ce que le retour se fasse d'une façon qui ne déstabilise pas l'enfant. Parce que les enfants, ils ont envie de revenir chez eux la plupart du temps. Et parfois extrêmement envie, il y a une souffrance. David parlait d'un mal de placement. Mais il y a extrêmement peu de projets de recherche sur ce que ça devient le retour, en fait. On entend parler de ceux qui ont vraiment raté, puisque l'enfant est à nouveau placé. Et là, il y a tout un problème, on va dire, de perte de confiance de l'enfant dans les adultes quand il a plusieurs fois eu ce yo-yo. Ça ne va pas à la maison placement, ça va mieux à la maison retour, ça ne va pas à la maison placement, ça va... et là, l'enfant, il apprend à perdre confiance dans les adultes, en fait. À ne plus compter dessus. Justement, dans l'ouvrage, tu repositionnes vraiment l'importance de la théorie de l'attachement, Oui. qui pourrait être finalement, qui devrait être
central pour pouvoir prendre acte des besoins fondamentaux du jeune enfant. Tu dis aussi que cela relève vraiment d'une exigence éthique, du fait que les adultes devraient pouvoir collaborer vraiment au maximum. Disons que c'est ce qui pourrait fédérer pour s'ajuster aux besoins des enfants, donc centrer sur les besoins des enfants. Et pour le coup, c'est pas tout à fait pris en compte dans... Enfin, en tout cas, ce n'est pas connu de tous les acteurs, on va dire, de la protection de l'enfance. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelque chose? Ça semble être une spécificité quand même française. Oui, parce que la théorie de l'attachement, c'est devenu un pilier partout, de plus en plus marié aux approches écosystémiques. Mais la théorie de l'attachement elle-même a beaucoup évolué. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'une théorie de l'attachement, il y a quand même des écoles. Mais disons qu'en quoi ça a évolué, c'est qu'au départ, Bowlby pensait d'abord à la relation mère-enfant. Il parlait même de monotropisme, on n'est pas revenu dessus. Mais... Et puis on s'est rendu compte, vraiment petit à petit, ça c'est l'approche écosystémique, de l'importance du contexte. Et puis aussi l'importance du père, de la famille élargie, etc. Et donc, la théorie de l'attachement a plus tardivement développé aussi, pas seulement des outils d'évaluation de l'anxiété des enfants, mais aussi des outils d'évaluation de l'anxiété parentale. Et on voit que, par exemple, il y a des repères, par exemple, il y a un certain type d'anxiété dans lequel le parent, finalement, a appris « je me débrouille tout seul ». Aider ces parents-là est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Mais si on a les outils pour analyser en quoi c'est un registre défensif, qu'en fait on n'est pas personnellement attaqué, mais qu'il faut comprendre ce type de mécanisme, c'est là que les approches théoriques aident finalement à pouvoir aussi travailler avec des parents qui provoquent le rejet. Dans les textes politiques sur le soutien de la parentalité en protection de l'enfance, personne ne parle jamais de ça. Du fait qu'il y a des parents dont le fonctionnement provoque le rejet, et malheureusement ils le trouvent, presque toujours. Un progrès du travail social, c'est apprendre à travailler, c'est ceux qui provoquent le rejet. Comme maintenant on est obsédé des violences conjugales, qu'est-ce qui est fait pour les hommes, essentiellement les hommes, mais parfois les femmes, qualifiés de violents? Très souvent, c'est police-justice, c'est pas le travail social. Donc là, oui, pas trop la clinique. Alors, un peu quand même, il y a des travaux, mais c'est on va dire, c'est assez minoritaire, quoi. Moi, je suis frappé par la faiblesse du soutien des parents les plus en difficulté. Et tout ça est recouvert de bonnes paroles. Le placement, c'est rien, vous avez des droits, il ne s'est rien passé, votre enfant vous appartient, il y aura un retour, etc. Mais en même temps, c'est pas respecter les parents, à mon avis. Il vaut mieux pouvoir travailler ces questions d'enfermement, ce qui est tout sauf simple. Mais on le fait mieux quand on comprend un peu les mécanismes. Et la théorie de l'attachement, pour moi, elle aide. Et puis on voit que derrière, quand même, il y a les questions sociales. On a beaucoup de travaux actuellement qui montrent, par exemple, de Tonino Esposito au Québec, qui sont vraiment passionnants, parce que il dit, voilà, au Québec, sur 100 enfants placés, il y en a 68 qui rentrent à la maison après un placement. On va dire 2 sur 3. Ça veut dire quand même qu'il y en a 1 sur 3 qui ne rentre pas. Il dit, oui, mais attention, ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi? Parce que si on regarde les territoires, il y a des territoires dans lesquels plus de 90% des enfants rentrent à la maison, puis il y en a, c'est à peu près 30%. Et c'est quoi ces territoires où il n'y a qu'un tiers qui rentre à la maison, plutôt que les 2 tiers? Eh ben, c'est les territoires paupérisés. C'est les territoires de 100% de logement social, ou de logement social de fait. Il y a la question sociale de la pauvreté derrière. Et ça, je pense que c'est important aussi de prendre en compte que eh bien, quand un territoire est trop ravagé par la pauvreté, c'est plus dur de continuer à vivre ensemble, c'est plus dur de s'occuper de ses enfants. Voilà, il y a tout un tas de dimensions. C'est pour ça aussi qu'à côté de la théorie de l'attachement, les théories écosystémiques, elles sont intéressantes aussi pour ça. Le contexte, c'est capital. Alors, justement, dans l'ouvrage, il y a toute une partie qui retrace l'histoire du placement et du confiage. Et il y a une partie qui m'a interloqué, puisque, alors, je vais le noter là, c'est à la page 50, quelque chose comme ça. Il y a un soupçon des familles populaires, à une époque où on dit qu'elles vont placer leur enfant
pour que finalement l'enfant soit à la charge de l'État, et ensuite elles seront payées pour être famille d'accueil de leur propre enfant. Et du coup, ça a traumatisé tout un système qui s'est construit sur vraiment ce soupçon des familles populaires. Peut-on leur faire confiance? Est-ce qu'elles ne vont pas abuser de ce système? Est-ce que ça, finalement, c'est quelque chose qu'on observe dans la réalité? C'est quelque chose de courant? Ou pareil, est-ce que c'est juste une marginalité en fait? Ça fait partie de la stigmatisation en fait des parents d'enfants placés dans la longue durée. C'est-à-dire que des bons parents, ça élève ses enfants, quoi. Voilà. Hein. Donc vous n'élevez pas vos enfants, il y a quelque chose qui cloche chez vous, quoi. Bon, ça c'est aussi vieux que le monde. Hein. Bon. Et cette stigmatisation, elle a toujours cherché à s'appuyer sur des faits. Hein. Et effectivement, dans l'histoire, il y a eu par exemple, au XVIIIe siècle, ça rendait les gens fous, c'est-à-dire des femmes qui abandonnaient leurs enfants, puis qui connaissaient bien le circuit et l'intérieur pour venir se présenter comme nourrice au bon moment pour récupérer son enfant, puis être payée pour le nourrir. Bon. Mais c'est quoi ça? C'est une situation sur 1000. Ouais. Et de faire de cette situation sur 1000 le modèle, attention, ils vont nous arnaquer, etc. Mais ça montre bien l'obsession. Est-ce qu'on ne va pas faire de l'État un père de toutes les familles d'enfants pauvres, au risque de faire que ces familles perdent toute moralité, comme on pense à l'époque? Alors là, il y a les travaux d'Antoine Rivière. Antoine Rivière a écrit sur Kern un texte passionnant là-dessus. Hein. Mais cette méfiance contre les familles populaires, elle est très très ancienne. Hein. Et il y avait cette idée aussi qui a eu des effets très très mauvais, c'est-à-dire, bon, comme on craint que les enfants soient élevés aux frais de la nation, et puis que les parents viennent récupérer l'enfant bien élevé en âge de travailler, il va pouvoir ramener de l'argent à la maison, qu'est-ce qu'on a fait? On a placé les enfants très loin, et on a tendu à essayer que l'abandon soit définitif, alors que dans la loi, il n'était pas. Hein. Mais on disait aux parents, attention, hein, si on peut vous aider, vous avez le droit à des aides, mais si vous le placez, vous ne le reverrez pas. Mais ça, c'est lié à cette crainte d'être manipulé et puis d'être jugé par la société en disant « alors ben voilà, c'est facile ». Et donc ça, c'est très ancien, mais on retrouve des formes de la stigmatisation sous des formes assez proches à toutes les époques. Quoi. Voilà. Quand on voit les débats pourris au Parlement en France sur l'allocation de rentrée scolaire pour les enfants placés, on se dit bah ouais, bah, c'est vraiment bien la suite de tout ça. Quoi, hein. Le soupçon est là. Quoi, hein. Le soupçon est là. Et pour moi, ça fait partie d'un poison en protection de l'enfance, parce que la stigmatisation, ça aide pas. Quoi. Qu'on soit en psychiatrie, qu'on soit en protection de l'enfance, la stigmatisation, ça aide personne. Quelque part, même peut-être l'autre côté de cette stigmatisation, c'est aussi enfin, ce que tu rapportes à un moment, tu parles presque de la responsabilité des enfants finalement, enfin, comme si on les rendait responsables de leur situation, en fait, familiale, indirectement. Enfin, je sais pas comment... Bah déjà, les enfants ont naturellement tendance à se sentir responsables. Oui. Et c'est tout un travail de les dégager de ça, hein, sans en faire des irresponsables non plus. Mais il y a un beau livre, d'ailleurs, que je conseille la lecture en protection de l'enfance. C'est Enfants placés et construction d'historicité de Abel Seber. C'est vraiment un très très beau livre de clinique. C'est une femme qui accompagne 2 enfants pour travailler sur leur histoire de vie. Et elle voit qu'ils ont un récit, tout le monde leur demande leur histoire, donc ils ont un récit qui est tout prêt. Mais en fait, ça ne les aide pas. Et elle découvre qu'ils n'ont pas très envie d'aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a la culpabilité. Quoi. En gros, si j'avais été un meilleur enfant, ça serait passé autrement. Pour d'autres, c'est très déprimant. Si j'étais pas né, ça irait mieux pour ma mère. Enfin, quand même, c'est terrible. Hein. Et elle voit qu'il faut dépasser cette culpabilité pour accéder au fait que l'enfant puisse poser des questions sur l'histoire qu'en fait il ne connaît pas. Et là, on peut l'accompagner avec ses parents, faire un travail sur l'histoire de vie. Et je trouve que ce travail, de toute façon, travailler sur l'histoire, c'est à faire à toutes les étapes. Quoi. Être disponible pour aider l'enfant à travailler sur son histoire, à son rythme, en acceptant qu'il y a des moments où il ne veut pas en entendre parler, c'est à respecter, puis à d'autres moments, on a créé les outils pour qu'il sache, il y a un interlocuteur qui a des choses pour toi. Et pour moi, le rôle du référent, c'est d'abord ça. C'est accompagner l'enfant sur des questions identitaires essentielles. C'est sur leur place. Hein. Et pas faire comme s'il avait une place parce qu'il est placé. Alors, tu parles d'histoire et d'écouter les gens.
ton livre, il est quand même en lien avec un beau projet que tu as eu, qui est ta thèse. Oui. Et pour cette thèse, tu es allé rencontrer des acteurs de cette question-là, du confiage. Oui. Tu es allé leur poser des questions. Oui. Et tu es allé écouter leurs histoires. Et c'est une recherche qui est assez peu fréquente en réalité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu quelque chose de ces personnes à qui tu as donné la parole, que tu es allé interviewer? Oui, alors, j'aimerais bien publier les entretiens de la thèse, en fait. Ouais. Presque tout seul, Ouais. pour dire, regardez l'expertise acquise par ces familles d'accueil, dans leur connaissance des enfants, de ce qu'ils deviennent, de leurs problèmes, de la situation des parents, du travail avec les services. Enfin, il y a l'expertise des familles d'accueil collective, hein, parce que c'est pas qu'un assistant familial ou un assistant familial tout seul, hein, c'est un travail d'équipe. Hein. Et là, j'ai fait d'abord un travail un peu d'entretien, de décès avec des familles d'accueil que je connaissais, et puis après, je me suis dit non, je vais aller en voir des familles que je ne connais pas, en province, via des réseaux. J'ai essayé la technique de la boule de neige, j'ai essayé, en fonction de ce qu'on me disait, d'avoir des gens assez variés. Par exemple, une représentante d'une association d'assistants familiaux me dit « Ah bah, oh, chez nous, en gros, il y en a deux types. Hein. Il y en a qui travaillent un peu en solo, puis il y en a qui travaillent beaucoup avec les équipes. Ah, ça m'intéresse. Vous pouvez pas me donner des adresses des deux côtés ?» Et puis j'ai essayé d'avoir comme ça quelque chose qui puisse... Ça ne pouvait pas être représentatif, hein, 12 familles d'accueil, mais que ça soit significatif. Et j'étais voir des familles d'accueil que je ne connaissais pas, en faisant de l'immersion, parce que ça prend du temps. Et ça m'a d'abord interrogé en me disant, mais comment ça se fait qu'en tant qu'éducateur, je ne faisais pas ça quand je travaillais avec les familles d'accueil? Et j'ai là découvert un problème très intéressant qui explique que ça soit méconnu, ce travail. C'est que, comme éducateur, je respectais la vie privée des familles d'accueil. Je n'allais pas leur demander quelle était la petite copine du fils de la maison. Enfin, je considérais que ça ne me regardait pas. Là, je suis étranger, les gens m'expliquent, et tout d'un coup, je vois bien l'importance de la famille élargie, des proches, des grands-parents d'accueil, etc. Donc la démarche, on va dire presque ethnologique, est intéressante parce que ça m'a décentré de mon expérience première d'éducateur en placement familial et de ce que je pensais savoir. J'ai découvert d'autres choses. Et puis, on a négocié, parce que moi, je voulais savoir quels étaient les liens qu'ils gardaient avec des enfants accueillis jadis. Donc, on a étudié une quarantaine de situations avec 12 familles d'accueil. Mais ils ont tenu à ramener d'autres sujets, notamment les échecs, qui les marquent très durablement. Hein, et puis aussi les enfants accueillis actuellement. Hein, donc, finalement, ça a fait bouger un peu mon projet. Alors, les échecs, ce qui m'a frappé en les analysant, c'est que c'est tous systématiquement des accueils mal préparés, dans lesquels on a caché aux familles d'accueil des éléments très très importants, très très importants. Hein. Par exemple, une fille qui fout le bazar partout parce qu'elle a une kleptomanie, mais vraiment impressionnante. Hein. Ça épuise toute la famille élargie de cette famille d'accueil. Malgré l'attachement, il y a tel rejet que la mère d'accueil ne peut pas continuer. Mais elle est en colère parce qu'elle dit, mais si on ne l'avait pas caché ce problème. On est au RAS. Voilà les transmissions d'infos quand elle arrive. RAS. En fait, si j'avais su, on serait organisé, elle serait peut-être encore là. Un jeune qui a commis des abus, qui a été abusé dans sa famille, deuxième famille d'accueil, on ne dit pas qu'il y a eu des abus, elle arrive au bon moment pour éviter un abus, mais c'est dramatique. Il y a des choses dans les entretiens qui sont dramatiques. Hein. Mais aussi, il y a tout un art de faire, c'est-à-dire il y a une passion clinique, hein, comment essayer de faire que ce mot aille mieux, au risque parfois de l'épuisement, hein, parce qu'il donne. Hein. Et donc j'ai appelé la thèse « Persistance et reconfiguration de la parenté nourricière dans l'accueil familial », c'est un peu barbare, mais c'est pour dire que dans la parenté nourricière de jadis, elle n'a pas complètement disparu, il en reste pas mal de choses dans l'accueil familial d'aujourd'hui, mais qui s'est quand même reconfiguré. Pourquoi? Parce que maintenant, la place des parents de l'enfant est très forte dans la famille d'accueil même. Le souci des liens de l'enfant avec ses parents, c'est vraiment un souci dans la famille d'accueil même. Hein, et même pour beaucoup de familles d'accueil maintenant expérimentées, aider l'enfant à être en paix avec sa famille, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'enfant.
Il ne suffit pas d'être un bon lieu d'accueil, et bon, etc. Il faut aussi accompagner la souffrance de l'enfant du côté de ses liens. Et là, ça ouvre un travail pluriprofessionnel important et on voit qu'il y a des arts de faire. Il y a aussi des familles d'accueil qui arrivent à avoir des bonnes relations avec les parents qui pourtant sont en conflit avec le service. Ben oui, mais il y a des dons et contre-dons. Quand la famille d'accueil respecte la place des parents, les parents le sentent. Et c'est comme s'ils disaient, ben, puisque vous défendez ma place, moi je vous le confie à vous, mais pas à eux. Hein. Et ça c'est intéressant parce qu'on voit des arts de faire, c'est-à-dire se dire c'est un besoin de l'enfant qu'on s'entende. Et pour moi ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment reconnaître et encourager. Dans l'ouvrage, donc il y a toute une partie historique, il y a une partie qui présente pourquoi il y a cet état de fait, pourquoi le système fonctionne de cette façon, etc. Il y a également une partie critique, et justement, l'une des critiques qui m'a semblé assez importante, c'est celle qui est faite de la reconnaissance des familles d'accueil, de leurs compétences, de leur statut. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour améliorer cet état de fait Moi, je pense vraiment, en étudiant le droit des pays voisins, en leur donnant des droits dans la loi. Vous allez dans les pays voisins, pour une dernière loi belge, en 2017, la loi dit « Après un an d'accueil, parents d'accueil et enfants sont censés avoir noué des liens d'attachement. » Du coup, ils ont un statut de proche, comme les grands-parents, comme les oncles et tantes. Ils ont des droits, et puis, ensuite, après un an d'accueil, on transfère de l'autorité parentale, ils sont reconnus comme parents d'éducation. Alors, dans ce que les anthropologues appellent l'exclusivité du lien de filiation, un enfant doit avoir qu'un père et qu'une mère, c'est vécu très négativement. Alors, ce qu'on donne comme droit à la famille d'accueil, on va retire aux parents, quoi. Hein. Comme dans le divorce, reconnaître une belle-mère ou un beau-père, c'est attaquer le père et la mère. Bon. Dans les logiques de pluriparentalité, on voit ça tout à fait différemment. La vie fait qu'il y a plusieurs parents, des parents légaux, des parents d'éducation, et ils doivent essayer de s'entendre. Et la loi belge dit d'ailleurs, ils doivent nouer des ententes. Mais sur le modèle des parents qui divorcent, ils doivent nouer des ententes. Comment on s'informe, comment on prend les décisions, qu'est-ce qui est délégué à l'autre. Enfin, c'est des choses qui sont assez simples dans la vie ordinaire. Hein. Et je pense que ça, effectivement, peut-être qu'on peut conclure là-dessus cette partie-ci, c'est de dire que la question du droit est importante. Notamment, le manque de droit des familles d'accueil est quelque chose qui me choque de plus en plus. Bon, ben. Merci Philippe. Merci à vous. Merci beaucoup.